chère Régine Sénac, chère Delphine, chère Régine qui dirige le département de sciences politiques, chère Delphine qui dirige la Maison des Arts et de la Création, chère Esther qui travaille activement pour la Maison des Arts et de la Création, chers amis, merci beaucoup vraiment Régine d'avoir eu la bonne idée d'organiser ce colloque important à Sciences Po aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que l'animal est un sujet, un acteur, un marqueur, un point noir, un point d'interrogation sur nous, humains, humaines, sur ce que nous avons voulu et sur ce que nous voudrions désormais. Ce que nous voulons au sujet animal est donc ce que nous voulons pour nous-mêmes en société organisée qui aspire à quoi? À plus d'inégalité ou à plus d'égalité? C'est le thème du dernier livre de Réjeanne et je la remercie de ses réflexions qui aident à penser notre condition à partir de la condition animale passée, présente et future. Quant à moi, l'idée de travailler sur l'art des animaux m'est venue en partie en revoyant un jour La règle du jeu de Jean Renoir, un film qui date de 1939, à la veille de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Cette comédie joyeuse qui finit par une catastrophe tourne autour d'une scène de chasse inoubliable. Je n'ai jamais oublié cette scène parce que non seulement elle dévoile une implacable répartition inégalitaire entre les acteurs sociaux, entre les puissants et les autres, mais aussi parce que Jean Renoir filme pour la première fois à la hauteur du lapin qui détale dans la forêt comme s'il était le lapin lui-même. Il montre ainsi, en quelques minutes, le système complexe de tension et d'évitement qui s'est établi depuis la nuit des temps entre les humains et les bêtes. Comme l'écrit si bien Jean-Christophe Bailly dans le versant animal, ce n'est pas seulement que les animaux, comme la nature, selon Héraclite, aiment à se cacher, c'est aussi qu'ils le doivent et qu'ils ont depuis la nuit des temps, par-delà leurs propres conflits, identifié en l'homme non seulement un prédateur, mais aussi un être étrange, imprévisible, déréglé. Si pacifiques que nous puissions vouloir nous déclarer, si désireux que nous puissions être d'une approche douce et lente, devant nous, il fuit et se cache. Cet animal, si longtemps considéré comme un simple objet et qui, à bien des égards, le reste, ce sujet, à mes yeux, a déclenché depuis le début de l'humanité ou presque une représentation humaine qui relève d'une énigme. Depuis que l'on a dessiné dans les grottes préhistoriques il y a des milliers et des milliers d'années. Les animaux fuyants, des artistes anonymes, des hommes ou des femmes, ou peut-être des enfants, et puis les animaux de celles et de ceux qui sont désormais connus, tous et toutes les ont regardés au fil du temps, de plus ou moins loin dans la nature, dans l'univers domestique, à la ménagerie, dans les salles de dissection, dans les réserves ou dans la forêt. Car qui sont les animaux? Ceux qui habitent avec nous, mais aussi ceux qui n'habitent plus avec nous, et puis ceux qui n'ont jamais habité avec nous. Les animaux libres, ceux qui vivent en domesticité ou bien en captivité. Que disent-ils au-delà de leur langue que nous ne comprenons pas, ou pas toujours, ou pas encore? Que nous veulent-ils quand ils nous regardent? Que pensent-ils de nous quand ils nous regardent, parfois avec une insistance presque inquiétante? Toutes ces questions ne vont pas de soi et elles tournent autour d'un sujet, l'animal, que nous ramènerons ici au centre alors qu'il est généralement relégué à la marge de l'histoire. Après avoir longtemps pensé qu'ils étaient le centre du monde, et ce n'est certainement pas forcément terminé, les humains ont dû en rabattre de leurs prétentions. Et d'une certaine façon, les animaux les ont aidés à se dire qu'ils n'étaient pas seuls au monde et dans le monde. Les humains savent bien désormais que tout se tient dans notre monde commun et qu'ils partagent le monde avec d'autres espèces. La faune en fait partie comme la flore. Il était naturel que la faune et la flore soient des sujets privilégiés des artistes en dehors des humains dont ils ont commencé à faire le portrait très tôt dans l'histoire de l'humanité, mais sans doute après la représentation animale qui vient certainement en premier. Et depuis le début, nous sommes, nous, les humains, attachés à donner une forme à ce qui nous entoure et en particulier à ce qui nous est le plus proche et le plus étranger, c'est-à-dire l'animal, c'est-à-dire notre autrui, comme disait Lévi-Strauss, l'anthropologue. Pitié pour le plus autrui des autrui, disait-il dans son discours à Genève en 1962 pour le 250e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau.
Dans les grottes préhistoriques, la forme donnée à l'animal demeure une énigme. Cette sorte de dépense gratuite qui, bien sûr, devrait servir à quelque chose. On a parlé de magie, on a parlé de chasse, représentée de façon à discuter avec la nature environnante et peut-être à s'entendre entre humains sur ce que voulait dire d'être humain dans un monde où l'animal régnait encore, à sa façon, où l'animal était effrayant et pour une part dominant. Ce qui est sûr, c'est que les représentations réinventent jusqu'à nos jours l'étrangeté de cet acteur du monde qu'est l'animal et qui nous fait voir les choses autrement, pour nous dissiper de nous-mêmes, mais aussi pour nous ramener à nous-mêmes. À cet égard, l'animal nous permet de mesurer ce qui nous sépare de lui. Et de ce point de vue, il a fallu attendre le triomphe de la raison et du rationalisme pour voir le fossé s'accentuer. Les 19e siècle, le 20e siècle vont d'exagérer cet écart dangereusement, au point que nous sommes dans nos espoirs, sans doute plus proches des contemporains de l'Antiquité que de la majorité du 19e siècle de fer, ou de ces moments fondateurs terribles, des abattoirs industriels, de l'élevage en batterie ou des expériences chimériques. Nous savons l'épaisseur crasse de ceux qui ont été jusqu'à refuser aux animaux d'avoir un monde et un regard. C'est bien ce que le philosophe Derrida reprochait à Heidegger, qu'il accusait de prolonger la vieille métaphysique occidentale. Derrida lui reproche de ne pas reconnaître que l'animal a bien un monde et que ce monde n'est pas plus pauvre que celui des humains, mais seulement qu'il est différent. Derrida affirme que l'animal est le sujet qui possède un monde et qu'il regarde, qu'il a bien un regard, qu'il regarde, et les humains et les autres animaux, qu'il s'en souvient. On vient d'apprendre récemment que le mouton avait la mémoire très longue des visages, en particulier. Les animaux sont des corps politiques, comme le dit mon ami Thierry Loger. Au XIXe siècle, ils sont montrés comme on montrait les colonisés, comme des bêtes de foire dans les expositions universelles en particulier. Enfin, je voudrais finir, si vous le voulez bien, par une image. Le philosophe Max Horkheimer a bien parlé du rhinocéros peint dans un cirque au XVIIIe siècle par Pietro Longhi, une bête cruellement moquée par les spectateurs de l'époque. Nulle part ou presque, dit-il, la bêtise des humains ne ressort mieux que dans cette image. C'est la seule race qui emprisonne les exemplaires d'autres races et les tourmente, de diverses manières, uniquement pour se grandir à ses propres yeux. Comme le stupide animal du tableau paraît sage, en comparaison de ces hommes insensés, qui précisément à la même époque torturaient et jetaient sur des bûchers leurs propres congénères, soi-disant parce qu'ils déviaient de la foi, mais en réalité pour des raisons qu'eux-mêmes ignoraient. Cette race de la nature est indescriptiblement folle et cruelle. C'est dans les notes critiques. Traduites, donc ce sont des textes qui datent de 1949-1969. Si les humains, donc, avouent leur identité dans la condition qu'ils réservent aux animaux, alors l'identité laisse encore à désirer quand on voit la condition des bêtes et alors même que l'on se bat pour un droit plus juste. De plus en plus de monde, dont les artistes font partie, nous signalent que le sujet, l'animal, devrait nous occuper pour ce qu'il dit de lui et de nous, de notre monde commun, qui a, d'une certaine façon, cessé de l'être, qui a cessé d'être commun. Il est temps de penser ensemble ce commun futur. Merci à vous d'être là réunis pour commencer à le penser. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses avec Lily et moi-même d'organiser cette première table ronde autour de la question animale et ce qu'elle permet de voir ou ce qu'elle permet de donner à voir. Nous avons le plaisir d'accueillir le duo artistique Art orienté objet,
composé de Marion Laval-Janté et Benoît Mangin, qui porte depuis 30 ans une démarche artistique radicalement engagée dans les débats contemporains sur l'écologie et la question animale. Vous interrogez la perméabilité entre les règnes et les espèces et explorez à travers vos performances un autre type de relation entre l'homme, l'animal et la nature, notamment à travers l'idée d'un devenir animal. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Romain Espinosa. Vous êtes économiste au CNRS, au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, et coordinateur du réseau ORCA, l'Observatoire de recherche sur la condition animale. Également auteur de « Comment sauver les animaux, une économie de la condition animale ». Vos travaux portent principalement sur les questions liées au bien-être animal et à l'alimentation végétale. Nous avons aussi Vincent Message avec nous ici ce soir. Vous êtes à la fois écrivain et maître de conférences en littérature comparée à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Vous êtes notamment l'auteur du roman « Défaite des maîtresses et possesseurs » qui imagine un monde où les humains sont réduits à des statuts animaux. Vos travaux actuels, côté recherche comme côté écriture littéraire, portent sur la crise de la biodiversité, notamment au milieu marin. Et enfin, Wilène Pilate. Vous êtes artiste animaliste, engagé dans le féminisme et l'antispécisme. Vous militez pour la convergence des luttes, l'égalité, et vous êtes présidente de la Vegipride. Et Tiffaine Day, bonjour, comédienne, dramaturge, metteuse en scène et également professeure de théâtre pour des enfants et des jeunes. Vous êtes militante engagée sur les droits des femmes et des enfants et pour l'abolition de l'ensemble des violences et des discriminations. Merci à tous et à toutes d'être là, ici, parmi nous. Et pour commencer cette première table ronde, nous voulions vous demander, en tant qu'artiste et ou chercheur, qu'est-ce que le questionnement sur le rapport à l'animalité et aux animaux vous a permis de voir, en termes de nouvelles perspectives, et qu'est-ce que cela vous permet de rendre visible, de mettre en lumière. Par exemple, est-ce que, Vincent Message, vous voulez commencer ? Oui, bonsoir à toutes et tous. Moi, ma prise de conscience sur la question animale date d'il y a une dizaine d'années maintenant. Elle s'est faite avec deux aspects. Je me suis rendu compte de la centralité de notre rapport aux autres animaux dans la crise écologique, d'une part, et puis d'autre part, de l'enfer qu'on faisait vivre à la plupart des animaux, qu'ils soient d'élevage ou sauvages, sur Terre, et depuis maintenant bien longtemps. Et cette prise de conscience a accompagné l'écriture d'un roman que vous avez mentionné, qui s'appelle « Défaite des maîtres et possesseurs », qui raconte un monde dans lequel, effectivement, les humains sont réduits à des statuts animaux, c'est-à-dire une autre espèce a pris le contrôle et réduit les humains à des statuts d'animaux domestiques, d'animaux d'élevage, élevés donc dans des fermes-usines pour leur viande, et puis de force de travail aussi, comme ça peut aussi être le cas. Cette dystopie, qui était donc un détour, mais très réaliste au fond, puisque ce que j'y décris ressemble beaucoup à notre monde à bien des égards, c'était une manière d'interroger l'articulation des violences, en fait, au sein de la question animale et l'arbitraire des catégorisations avec lesquelles on opère et qui font qu'on ne traite pas de la même manière les chiens et les cochons, qui sont des mammifères supérieurs d'intelligence comparable, ou dont tout un tas d'espèces d'animaux sont tout simplement niés et rassemblés dans cette espèce d'énorme sac qui est l'animal avec un grand A au singulier, alors qu'on ne sait même pas combien il y a d'espèces animales sur Terre. Dans le rapport de l'IPBES qui s'occupe de la biodiversité paru en 2019, ils estimaient que c'était 8 millions. Et donc c'est un peu curieux de mettre d'un côté l'homme, également avec son grand H du 19e siècle, et puis de l'autre côté l'animal qui rassemble 8 millions d'autres espèces sans lesquelles nous ne serions pas là. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, pour moi, cette prise de conscience, ça a été une vraie révélation. C'est-à-dire ça a complètement changé mon regard sur le monde, et dans un sens très positif. J'ai eu l'impression de réfléchir avec moins d'impensés, moins d'angles morts. Ça permet de relire énormément de choses, les fictions qu'on regarde, la manière dont on parle de nos économies, avec un nouveau prisme en fait. En se promenant avec ce prisme animal, on voit vraiment plein de domaines de la vie différemment. Et donc il y a un côté un peu révolution ou bascule qui fait que le regard de cette manière-là s'enrichit. Et ce que ça donne à voir, je crois, de travailler sur cette question, et pour rejoindre le livre de Réjeanne Sénac qui porte vraiment sur l'émancipation, c'est effectivement quel positionnement on essaye de prendre, je crois, par rapport à la violence.
Le grand partage aujourd'hui politique, un des grands partages politiques, c'est celui-là. Est-ce qu'on considère que la violence est une donnée inhérente de la vie sur Terre, qu'elle est irrémédiable, qu'on doit donc la tolérer, qu'on doit s'y aguerrir, et que c'est pas bien grave au fond qu'il y ait de la violence? Ou est-ce qu'on considère qu'elle est insoutenable et qu'on doit tout faire pour la minimiser? Et c'est une lourde question. Alors nous, on est des vivants hétérotrophes. On ne produit pas notre propre énergie. Pour produire de l'énergie, on a besoin de consommer d'autres vivants. Donc on ne peut pas vivre sur Terre avec une violence nulle. Mais en revanche, on peut vivre sur Terre avec une violence infiniment inférieure à celle qu'on a décidé de pratiquer, avec ce paradoxe en plus, qui est que c'est au moment où, après avoir beaucoup évolué avec les animaux, on aurait pu peut-être ne plus utiliser leur force de travail et ne plus les utiliser pour se nourrir, disons à partir de la deuxième révolution industrielle, et que c'est précisément au moment où on aurait pu se passer de leur exploitation à bien des égards qu'on a au contraire multiplié par 100, par 1000 l'exploitation animale. Donc là, il y a une grande défaite de la modernité, c'est un peu le sens du titre de mon roman. La défaite des maîtres et possesseurs, c'est le fait que les Lumières sont un projet vraiment inachevé. On a été très inconscient dans la manière dont on a cru se rendre maître et possesseur des écosystèmes, et qu'on a maintenant tout un travail à faire pour voir effectivement ce qu'on veut faire de la violence. Donc si on veut la minimiser, eh ben, il faut le faire dans tous les domaines. Et c'est compliqué d'être progressiste sur le front du sexisme ou du racisme en critiquant les discriminations, et de ne pas se rendre compte par ailleurs que, une fois encore, les animaux d'élevage ont quasiment remplacé dans la biomasse terrestre les animaux sauvages, qu'on a réduits à néant, et que ces animaux d'élevage, pour 90% d'entre eux, vivent un sort absolument pas adapté à leurs besoins physiques, locomoteurs, affectifs, qui est donc un sort épouvantable qu'on ne souhaiterait pas au pire de ses ennemis. Voilà, donc moi c'est vraiment autour de cette question de l'articulation des violences, incluant aussi les violences faites aux humains, puisque je crois que personne dans la salle n'aurait envie d'être employé dans un abattoir, par exemple, et que donc là où il y a de la violence faite aux animaux, très très vite, on retrouve aussi de la violence faite à des humains, qui sont prolétarisés, qui sont précarisés, etc. C'est vraiment sur ce point-là que mon attention s'est fixée ces dernières années. Et je vous vois écrire Romain Espinosa. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci d'ailleurs pour son message. Alors on avait les questions en amont quand même, hein, je préviens. Oui, merci beaucoup. Je tiens déjà à remercier Réjeanne pour le livre, pour l'événement. Le livre est vraiment super. Je ne touche pas d'argent, mais je vous conseille quand même de le lire. Il est vraiment très très intéressant et il résume en fait énormément de discussions et de travaux qu'on peut avoir dans la sphère académique et militante. Et Réjeanne a réussi à assembler les deux, en partie à travers de ces entretiens, donc je vous encourage vraiment à le lire. Je ne sais pas si j'ai autant évolué sur la question que ce qu'on sent dans les réflexions de Réjeanne. Je me suis intéressé à la condition animale il y a à peu près 6 ans, où j'ai fait un changement complet de mes travaux de recherche. Et ça m'a en fait surtout montré les impensés dans ma pratique de recherche et les impensés, je pense, dans mon champ disciplinaire qui est l'économie. Il y a beaucoup de choses qu'on considère comme acquis et on ne s'en rend pas compte. Ça fait partie des normes un peu dans notre champ. Et en économie, la norme standard, c'était vraiment l'anthropocentrisme. C'est-à-dire que les animaux n'étaient jamais discutés pour eux-mêmes. Ils étaient soit un bien de consommation, soit un sujet d'altruisme. Donc on regarde combien les consommateurs sont prêts à payer pour aider les animaux, mais à aucun moment on se dit peut-être que finalement les animaux comptent pour eux-mêmes. Et donc il y a eu cette première prise de conscience. Et finalement, quand on essaie d'en parler dans une norme où l'animal n'est pas un sujet, les collègues ne comprennent pas forcément au début, mais pourquoi est-ce que tu parles de sujet, ça vient d'où, etc. Donc il y a du chemin qui a été fait en économie là-dessus, mais donc travailler sur cette question des animaux, ça m'a aussi beaucoup enrichi sur comment faire des recherches et aussi comment un degré de réflexivité sur ce qu'on omet parfois et un peu nos angles morts. Ça m'a aussi fait réaliser, et là-dessus c'est des expériences qui sont très proches de ce que raconte Frans de Waal dans ses travaux, c'est cette
finalement, cette anthropodénie, donc cette idée que dans la recherche, systématiquement, on a évité toute comparaison avec les animaux et on leur a même nié des capacités qui étaient connues pour être celles des êtres humains. Et il y a un renversement de la charge de la preuve. Franz de Waal décrit, lui, je suis obligé de justifier que là, cet animal qui pourtant est très proche de l'homme, c'est un primate, et ben en fait, je dois redécouvrir chaque émotion, reprouver chaque émotion, etc. Et finalement, en économie, on a quelque chose de similaire, mais dans beaucoup de sciences sociales également, ben, on doit justifier pourquoi c'est important de s'intéresser aux animaux. Quelque chose qui paraît, je pense, évident à toutes les personnes qui ont déjà eu des animaux de compagnie. Donc travailler là-dessus, ça m'a aussi permis de voir un petit peu les résistances dans la recherche, qui en fait est un milieu très, très conservateur et hélas pour les animaux aussi. Ça m'a aussi fait voir un peu le besoin d'interdisciplinarité. Je pense qu'aussi ce soir, et le livre de Réjeanne là-dessus est très bien aussi parce qu'il montre beaucoup d'approches différentes. Et en fait, la question animale est tellement titanesque qu'on a besoin d'une connaissance qui croise énormément d'expertise. Et enfin, je pense que donc en économie, je suis critique, hein, mais l'économie quand même avance beaucoup sur ce sujet ces dernières années. Et je pense qu'un peu le travail titanesque aussi qui nous attend en sciences humaines et sociales, mais aussi en sciences naturelles, c'est finalement toutes les connaissances qu'on a produites en excluant les animaux, il va falloir les revisiter. Il va falloir les revisiter et essayer de comprendre si cette exclusion elle a du sens. Donc, il y a peut-être certains endroits où cette exclusion a du sens. Par exemple, je ne sais pas, on va parler de la liberté d'expression sur Internet. Peut-être qu'on ne va pas s'intéresser aux animaux. Mais finalement, toutes les réflexions autour de qu'est-ce que le contrat social, qu'est-ce que vivre ensemble, quand est-ce que l'expérimentation animale peut être justifiée, à quel point la prédation est justifiée, etc. La prédation humaine est clairement admise. La prédation animale, on voit qu'il y a beaucoup de tensions dans la société. Finalement, il va falloir aller questionner à chaque fois toutes ces questions qu'on a eues en sciences humaines et en sciences naturelles. Est-ce que c'était pertinent d'exclure les animaux? Ou bien aujourd'hui, comment on revisite ça en incluant le bien-être animal? Et enfin, dernière chose, je voulais juste souligner qu'un des grands enjeux aussi qu'on a dans ces nouveaux travaux sur l'animalité, sur les animaux, c'est d'essayer, à mes yeux, d'avoir une approche la plus rationnelle possible. Dans le débat public, parfois, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Donc, la frontière entre écologie et bien-être animal, on prend ça forcément pour un acquis, comme si c'était un tout qui allait ensemble. Non. Il faut essayer de comprendre les différents objectifs qu'on a. La biodiversité, c'est penser les animaux en tant que groupe. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la biodiversité? Parce que ça aide la résilience en cas de crise, parce que ça peut aider à la survie de certains écosystèmes qui ont des services écosystémiques, etc. Adopter l'approche de l'animal, c'est différent. C'est s'intéresser à l'individu dans ce groupe, quels sont les intérêts de cet individu. Parfois, cet intérêt peut diverger de l'intérêt de l'écosystème, d'accord? Et donc, c'est essayer aussi d'introduire de la rationalité dans beaucoup de discussions publiques hein, qui sont pertinentes, mais essayer de s'en nourrir pour essayer d'apporter un cadre. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être Marion Lavé-Janté et Benoît Mangin, vous voulez rebondir sur ce qu'il vient de dire avec un regard en amenant votre regard artistique sur le sujet. Vous commencez ? Oui, alors nous, je pense que notre première œuvre était déjà sur l'animalité, ça fait 30 ans. Bien avant ça, je pense que je n'ai jamais peint autre chose que des animaux quand j'étais enfant. Normalement, beaucoup de gens passent à autre chose en quittant l'enfance. Je dirais que le privilège de l'artiste, c'est qu'il peut rester dans cet état de sensibilité à l'égard de l'autre qui va jusqu'à l'animal. Ce qui peut être extrêmement heurtant, parce qu'il y a souvent un caractère assez fusionnel dans la démarche artistique, qui fait qu'on ne se dissocie que très mal de la question animale. Et donc, progressivement, ça n'a fait que devenir de plus en plus important dans notre travail, parce qu'on était tout simplement de plus en plus heurtés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément, de lieu, d'espace où l'animal est respecté dans son ensemble. Donc c'est très complexe. Moi, je dirais sur le plan ontologique qu'on aurait plutôt une approche à la Paul Shepard, c'est-à-dire à considérer que notre évolution humaine a été le corollaire des évolutions des autres espèces et que se retrouver à se considérer comme dissocié est en soi une anomalie à nos yeux. Bon, mais ça, c'est quelque chose aussi... moi, j'ai par ailleurs développé des études en psychologie, en anthropologie,
Et j'ai pu voir aussi que l'animal était une source de récupération et de résilience très très forte pour l'homme, en particulier les hommes handicapés, les gens qui avaient des problèmes, qui étaient la preuve que justement il y avait là une fusion possible, réparatrice, et qui nous faisait oublier nos méfaits de prédation, je dirais. Alors effectivement, on a... On va venir à la première. Vous les avez passées très bien. Elle passe automatiquement. Oui, elle passe. Oui. Il y en a une que vous aurez peut-être vu passer, qui est une avec un gros chat. Et en fait, voilà, c'est une œuvre qui bizarrement devait être exposée, je pense, dans notre première exposition publique, enfin la deuxième ou troisième, quand nous étions très jeunes. C'est une grande peinture à l'huile, et la spécificité est qu'il y a écrit sur une petite plaque en métal « Si je suis FIV+, tu me fais un câlin, point d'interrogation ». Ça reprenait une publicité de l'époque concernant les hommes avec « Si je suis HIV+, tu me fais un câlin ». Bon. Ou tu me touches la main, ou tu me caresses, ou peu importe. Tu devrais peut-être dire les humains. Oui, les humains, pardon. Tout à fait. Et en fait, simplement en reportant cette préoccupation dans la dimension de l'animal, on s'est rendu compte que l'œuvre devenait insupportable aux yeux des spectateurs humains, qui nous ont, pour beaucoup, contraints à la sortir de l'exposition. En fait, ça a été une œuvre censurée. Oui, pour une de nos premières expositions, c'est une œuvre qui, en fait, a été retournée contre le mur par la galeriste après les premières réactions des visiteurs. Donc c'était assez violent, évidemment, pour des jeunes artistes, d'avoir un tableau comme ça qui est retourné carrément sur le mur. Il est toujours là, mais il est retourné. Et moi, c'est bon, on est des artistes visuels, donc je pensais que c'était intéressant quand même de montrer un petit peu ce qu'on fait, ce qui nous préoccupe, même si effectivement c'est plus des appuis qu'autre chose. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le livre de Réjeanne, c'était justement toute cette étude qu'elle a faite, parce que je trouvais que c'était très intéressant et assez rare d'avoir une étude sous forme d'enquête sociologique sur les différents représentants des différentes conquêtes, finalement, et de voir comment il y avait une sorte d'asymétrie entre les représentants des conquêtes antisexistes, antispécistes, antivalidistes, et que finalement, s'il y avait une sorte d'acceptation, ou en tout cas que les antispécistes pouvaient englober et inscrire leur désir de lutte dans les autres luttes précédentes, la réciproque n'était pas forcément vraie. Et d'où, effectivement, par exemple, le choix de cette image, parce que par rapport à la question qui est posée, j'ai envie de dire que une des choses que nous a appris justement dans notre réflexion sur le rapport à l'animal et l'animalité, c'est l'extrême résistance qu'on a éprouvée dès le début, finalement en osant, ce qui était d'une incorrection politique totale, mettre sur le même niveau des attentes au niveau des humains, tout à fait légitimes, mais de dire qu'elles pouvaient aussi être légitimes par rapport à des animaux. Le FIV, je ne sais pas si tu l'as précisé, oui, mais c'est le sida des chats. Donc en fait, on mettait vraiment... Et alors, ce qui était d'autant plus scandaleux dans une image de ce genre, c'est que non seulement on revendiquait pour des non-humains une campagne qui était conçue pour des humains, mais qu'en plus le schéma de ce tableau, qui était un tableau un peu Montmartrois de très mauvais goût, c'était justement toute l'esthétique manga qu'on découvrait à l'époque et qui avait été étudiée scientifiquement avec des critères qui finalement déclenchaient à 100% et forcément l'empathie auprès des gens qui les regardaient. Donc on détournait en plus une chose qui était avec des personnages humains au profit de personnages non humains. Et voilà. Oui, j'avais envie de dire, bon, il y a une œuvre qui montre qu'il y a moyen de créer un consensus, et c'est toujours le retour à l'homme. Alors j'avais envie de montrer plutôt celle qui est après, plus loin. Voilà, celle-là. Là, il s'agit d'une œuvre produite plusieurs années après, il y a une dizaine d'années, qui est une carte des espèces en voie de disparition, enfin des noms d'espèces en voie de disparition dans des langues en voie de disparition, avec une corrélation qui a été faite entre les langues et le nombre de sujets des espèces qui sont mentionnées.
c'est une carte qui s'efface au fur et à mesure au fusain, et quand il est question de ce rapport entre une réalité autochtone, humaine, et une réalité animale, les choses fonctionnent bien mieux, c'est-à-dire que là on rentre dans quelque chose d'audible parce que nous ne parlons pas que d'une cause animale, mais d'une cause conjointe qui en fait est liée beaucoup à la disparition des espaces vierges et des forêts primaires. Bon, mais on a poussé aussi... Ça a la vertu de mettre véritablement en évidence, de rendre visible pour le coup, une sorte de confraternité humain-non humain, ce que Aldo Léopold appelait les compagnons de voyage finalement, puisqu'on est sur le même vaisseau. Et qui va disparaissant avec la société contemporaine de plus en plus urbaine. Alors une autre façon probablement pour nous de montrer cette continuité qui finalement a toujours existé, c'est le chamanisme. Donc là il y a l'image précédente sur le... Voilà, ça a aussi beaucoup choqué parce qu'en fait pendant une époque on ramassait systématiquement tous les animaux écrasés qu'on trouvait au bord des routes. Et avec une sorte de refus instinctif que la disparition soit totale. Donc on les ramassait, on les empilait dans des congélateurs, notamment celui de ta mère, ça lui faisait très plaisir. Et au moment où on en a eu assez, on a construit ce manteau que tu as porté dans différents contextes urbains et non urbains, et où les animaux en fait étaient véritablement montrés dans leur intégrité, avec comme on ne les verrait jamais sur un manteau un peu chic. On l'avait montré justement d'une manière un peu comme un manteau exposé, et à l'intérieur il y avait toutes les photos qu'on a prises des animaux sur place et qui fait comme une doublure à la fois chic et horrifique. Mais voilà. Et aujourd'hui, il faut dire qu'une grande partie des animaux qui sont sur ce manteau ne sont plus trouvables écrasés au bord des routes, parce que l'évolution est telle dans les questions de la biodiversité, est tellement négative à l'égard des animaux sauvages qu'un certain nombre d'entre eux ont définitivement disparu désaccidentés. Donc ils sont devenus trop peu nombreux pour qu'on les voie. Ce qui, à nos yeux, était aussi une des raisons pour lesquelles on les ramassait. C'est qu'effectivement, leur préciosité était pour nous une évidence qui n'est pas forcément une évidence pour tous les gens qui passent dessus ou qui se fichent de ce phénomène d'omniprésence humaine au détriment de la biodiversité. Je voulais juste dire qu'effectivement, on avait poussé les choses loin, voire trop loin, puisqu'à un moment, on a même été jusqu'à la xénogreffe avec une transplantation de sang de cheval qui visait à imaginer que nous pouvions ne plus être, enfin, je cherchais à comprendre comment nous pouvions ne plus être exclusivement des primates humains. Et pour ça, en fait, le sang véhicule toutes sortes d'immunoglobulines, etc., qui sont des vecteurs d'information pour les organes qui permettent de sentir autrement que dans un corps d'homme. Et il y avait dans cette œuvre un double aspect qui était à la fois un aspect de fraternité ou de fraternisation par le sang, qui est quelque chose de très commun à l'homme dans les symboliques rituelles, mais aussi une véritable expérience d'un ressenti différent. Et pour moi, c'était très important parce que justement, on n'arrête pas dans ces mondes chamaniques de nous parler de l'hypothèse de vivre l'autre en se décorporant, en allant vers lui, et ainsi de suite. Mais la physicalité d'un autre type de ressenti que celui qui nous est propre était, à nos yeux, une expérience particulièrement riche et importante à vivre, parce qu'on a fait beaucoup d'éthologie, mais l'éthologie ne permet pas de comprendre la complexité de l'autre autrement qu'en tant qu'humain, qu'en tant que sujet humain. Oui, on peut percevoir vraiment cette complexité-là. Et cette complexité, en fait, on la retrouve aussi dans la convergence et l'asymétrie des luttes. Par exemple, William Pilate, est-ce que vous voulez détailler un peu ce sujet, cette convergence des luttes sociales? Oui, bien sûr. Donc, merci Réjeanne pour l'invitation et pour le livre. Et merci à tout le monde. Donc, moi, je m'appelle William Pilate. Je suis artiste et je suis militante pour justement
une convergence des luttes, dans le sens où pour moi, il est vraiment important de se dire qu'on mérite toutes et tous un regard de compassion sur nos vies, et notamment les animaux qui en manquent cruellement. Moi, j'ai toujours eu un regard sur les animaux très particulier, parce que j'ai eu la chance de grandir avec un chien qui s'appelait Diabolo et que j'aimais beaucoup. Et on a eu vraiment des moments de grande complicité, de soutien mutuel, etc. Et parallèlement, mon père était boucher. Et du coup, ça a été pour moi 2 éléments qui m'ont fait ouvrir les yeux sur déjà ce qu'il y avait derrière mon assiette, et aussi de voir un véritable individu en la personne de Diabolo. Quand il est mort, ça a été vraiment un événement vraiment dévastateur émotionnellement. J'étais vraiment très très triste. Et c'était justement 2 choses très différentes, parce que mon père, lui, est resté complètement indifférent. Et donc ça a vraiment déterminé le coin que j'ai pris, c'est-à-dire d'arrêter de manger des animaux. J'avais 16 ans à l'époque. Et en arrêtant de manger des animaux, j'ai commencé aussi à voir le monde autrement, de voir que partout ils étaient consommés, etc., sans qu'on se pose de questions sur leur vie. Pourquoi est-ce qu'on avait mis fin à leur vie pour les consommer ? Du coup, des années plus tard, parce que bien sûr d'essayer de transmettre ma vision du monde à cette époque-là, ça n'a pas du tout fonctionné. On était en 1996, il faut dire, et vraiment de juste évoquer les animaux, c'était « mais meuf, mais t'es folle en fait, et tu vas mourir. Tu vas mourir de tes carences ». Et donc, ça m'a pris des années de revenir. J'ai continué à ne pas manger d'animaux, etc. Mais je le gardais pour moi, ma vision du monde. Et ça m'a pris des années de revenir au militantisme et de vraiment m'engager pour les animaux. Et en m'engageant pour les animaux, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'autres militantes d'autres luttes, notamment la lutte féministe, les luttes antiracistes, etc. Et dont mon amie Tiffaine, ici présente. Et du coup, j'ai ouvert les yeux sur le même fonctionnement finalement. On a vraiment sur les animaux un regard assez similaire au regard qu'on porte sur les femmes, sur les personnes racisées, etc. C'est-à-dire on ne se pose pas la question de leur vie, en fait. C'est vraiment un rapport d'utilité, etc. Et moi, ça a été aussi donc un moteur d'essayer de sortir de ce regard pour mon art. Aujourd'hui, moi, ce que j'essaye de transmettre à travers les tableaux que je peins, c'est les animaux en tant qu'individus à part entière. Des individus qui, pour eux, leur vie est de l'ordre du sacré, comme notre vie est de l'ordre du sacré pour nous. Et donc, j'essaye de transmettre toute cette lumière qu'ils ont, en fait. Cette vie qu'ils ont, ces moments de joie, d'amour, voilà, d'essayer de réinvestir un regard complètement incarné de ces animaux. Et dans l'art, en fait, il y a finalement assez de personnes qui montrent les animaux pour eux-mêmes, en tout cas pas assez, j'imagine, pour moi. Et du coup, moi, c'est vraiment le but de mon travail, d'essayer de faire en sorte que la société porte un autre regard sur les animaux. Un regard voilà, qui voit leur vie complètement, qui les voit comme des individus à part entière, un regard qui fait qu'on peut imaginer une autre société, en fait. Une société où la violence n'est pas une fatalité et que vraiment on peut avoir avec les animaux un rapport voilà, de bien vivre ensemble, quoi.
C'est le but. Merci beaucoup pour nous avoir partagé votre histoire et votre vision. Tsilende, peut-être que vous voulez vous aussi rebondir sur la question en parlant peut-être de votre travail en tant que dramaturge et du coup, comment est-ce qu'on peut remettre la question au sein du théâtre? Oui, merci. Merci d'abord Réjeanne Sénac pour cet ouvrage que j'ai dévoré aujourd'hui avec plaisir, que je vous conseille évidemment, ainsi que les très belles peintures de Wilène Pilath ici présente. Vous pourrez lui parler après, j'imagine, ou aller voir sur son site. Alors, oui, moi j'ai commencé à penser cette question-là comme beaucoup de personnes quand j'étais petite fille. Quand j'ai demandé, mais finalement, ça pousse sur quel arbre, la viande? Et en fait, j'ai compris que c'était pas de la viande. Alors ça, c'est de la novlangue macroniste. Non, ce sont des cadavres. Ce sont des morceaux de cadavres. Donc déjà, nommer les choses, sauf que je ne pouvais pas choisir ce que je mangeais parce qu'on est dans une société adultiste. C'est pour ça que je suis enfantiste également. Et donc, je ne pouvais pas choisir ce que je mangeais. J'étais forcée de rester à table pour mâcher des morceaux de cadavres jusqu'à ce que mort s'en suive. Et j'ai été beaucoup aidée par mon petit frère, un tekelnin à poil long qui s'appelait Yazou, et qui m'a aidée à survivre quand je lui lâchais des morceaux de cadavres sous la table. Donc ça a commencé comme ça, et puis ensuite il y a d'autres luttes qui ont pris le dessus, et puis j'ai rencontré une personne extraordinaire qui me manque tous les jours, qui s'appelait Ponto, qui est mon diabolo à moi. Et je me suis mise à tellement l'aimer, ce chien que j'ai rencontré sur la route, à tellement comprendre qu'il avait une personnalité, que forcément, s'il avait une personnalité, c'était une personne. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Et puis en même temps, moi, je faisais grandir mes engagements féministes, en particulier, et enfantistes au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte, comme toi, Wilène, de toutes les résonances qu'elle y avait. Déjà, effectivement, finalement... Là, on parle des personnes animales. Moi, je vais les nommer comme ça. Aussi parce que quand on dit animaux, encore une fois, on invisibilise les femelles. Voilà. Donc, les animaux, les personnes animales, comme ça, on comprend que c'est des personnes. Donc, si vous n'êtes pas encore végane, vous mangez des personnes. Si vous avez du cuir sur vos chaussures, vous avez de la peau de personne sur vos chaussures. Débrouillez-vous avec ça. Donc, je me suis rendu compte que les hommes, en fait, en tant que classe, se considèrent, c'est aussi Lucille Pétavin qui dit ça très bien dans Le coup de la virilité, se constituent en tant que non-femmes. C'est ça la virilité toxique. Bon, c'est pareil pour finalement les personnes humaines, mais en fait les hommes, parce que c'est le même système patriarcarniste. On se considère en tant que non-animalisés. C'est d'ailleurs très bien dit dans le livre de Réjeanne Sénac, et c'est pour ça qu'on a des problèmes à rallier l'ensemble des féministes, antiracistes, des gens qui se considèrent de gauche. Mais si vous mangez des gens, vous êtes forcément d'extrême droite, pardon. La base du fascisme, c'est de considérer que parce que ça m'arrange, une autre vie vaut moins que la mienne. C'est ça la base du fascisme. Donc si vous n'êtes pas encore végane, pardon, vous faites vous-même vos conclusions. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a énormément... Alors, je fais ça avec un peu d'humour, mais en fait, c'est pour vous réveiller comme ça. Donc, si vous sortez, vous n'êtes pas encore végane, il y a un problème. Et si vous voulez devenir complètement, où ça bloque encore, venez me voir au Théâtre du Café de la Gare, on en parle. Et donc... C'était aussi toutes les insultes qu'on envoyait sur les femmes. Et d'ailleurs, les féministes, je comprends que ça mette du temps à devenir animaliste, parce qu'on passe notre temps à dire non, je ne suis pas une guenon. Par exemple, pour Christiane Taubira, t'en parles dans le livre. Non, je ne suis pas une poule, une morue, je ne sais quoi. Ou du côté des hommes, balance ton porc. Nous, en tant qu'animalistes, on s'est dit merde, c'est balance ton homme en fait, le truc. Et parce que ça devrait être ça, l'insulte. Et donc... en fait, d'une part, on a les mêmes mécanismes d'oppression, et d'autre part, on a les mêmes ennemis. C'est-à-dire que moi, je suis énormément cyberharcelée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, il y a un documentaire sur France TV qui s'appelle « Mascu, les hommes qui détestent les femmes ». Je témoigne dedans du cyberharcèlement massif masculiniste que je subis. Eh bien, pour info, ces gens-là m'attaquent aussi parce que je suis végane, avec exactement les mêmes trucs. C'est-à-dire que je suis folle, je suis dégénérée, je suis c'est exactement la même haine, en fait. Et donc, lorsqu'on a les mêmes ennemis, on peut se dire on a peut-être en fait les mêmes combats. Eux nous ont reconnus, alors que nous, on galère à se reconnaître entre nous. Mais eux nous ont reconnus comme
faisant partie d'un même paquet, hein, le paquet qui va empêcher monsieur l'homme blanc de considérer qu'il est le seul à être une personne sur cette planète. Et donc... dans tout ça, moi, ce que ça m'a aidé à voir, c'est qu'en fait, on ne peut pas, en tant qu'opprimé, demander à des gens qui nous ont à leur merci. Les hommes nous ont, mesdames, à leur merci. Aujourd'hui, 0,6% des violeurs passent par la case prison. Dans les faits, les hommes ont le droit de violer les femmes en France. Donc, nous sommes à la merci des hommes et nous leur demandons de se comporter bien avec nous quand même. Par conséquent, les personnes animales d'autres espèces que la nôtre sont à notre merci. Si on ne se comporte pas bien avec elles, quelle légitimité avons-nous à demander aux hommes de bien se comporter avec nous, en fait? Voilà. Donc moi, je considère que le truc qui est bien dans la vie, c'est de faire le moins de mal possible. Alors, on est sur des trucs vraiment... normalement, ça devrait faire consensus. Et voire de faire du bien. Et on peut, en fait, c'est possible, de ne pas manger des gens, de ne pas s'habiller en peau de gens, etc. Et donc, de faire le moins mal possible, ce serait déjà un bon début. Et puis, je voudrais dire aussi que... Andrea Dworkin définit le féminisme d'une manière qui me plaît beaucoup. Elle dit « Le féminisme, c'est l'idée radicale selon laquelle les femmes sont aussi des êtres humains ». On voit toute la force de cette phrase. Et on n'y est pas. Hein. Les hommes n'ont pas compris que nous sommes aussi des personnes. Mais du coup, étant animaliste, je vais aller plus loin. La féminisme, c'est l'idée radicale selon laquelle les femmes aussi sont des personnes. L'animalisme, c'est l'idée radicale selon laquelle les personnes animales des autres espèces sont aussi des personnes. L'enfantisme, c'est l'idée radicale selon laquelle les personnes qui n'ont pas encore 18 ans sont des personnes, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment ça. Donc, ce que ça m'a amené à faire, c'est d'essayer de mêler toutes ces choses-là. Alors, est-ce que c'est convergence? Est-ce que c'est confluence? Est-ce que c'est synergie? Il y a complicité, c'est pas mal aussi, la complicité des luttes. Il faut que je me penche sur cette question. Mais en tout cas, dans mes spectacles, j'essaie de les faire résonner ensemble. Et bien sûr que les premiers oppresseurs ont d'abord opprimé qui étaient à côté d'eux. Je dis eux exprès, hein, au masculin. Et en fait, qui étaient à côté, c'était les femmes, les enfants et les personnes animales des autres espèces. Et ces trois oppressions-là sont le socle. Et on ne peut pas circonscrire la violence. On ne peut pas vouloir l'arrêter à l'intérieur des maisons pour que... Les pères, les conjoints ne maltraitent plus les femmes et les enfantes et les enfants, et puis les garder dans les abattoirs. Parce que là, on garde la base, encore une fois, du fascisme, qui est, parce que ça m'arrange, telle vie va compter moins que la mienne. Et je décide comme ça, de manière, voilà, parce que ça me plaît. Et donc, parce qu'on ne peut pas circonscrire la violence, c'est seulement en l'abolissant partout qu'on va pouvoir s'en débarrasser. Je vous remercie, à bientôt au Café de la Gare ou au Festival d'Avignon. Merci beaucoup. J'ai laissé des flyers de ci, de là. Merci. On va clôturer ce débat. Alors moi, j'aimerais juste dire, j'aime beaucoup le mot complicité. Complicité des luttes, alors pourquoi pas le garder et le développer. Mais voilà, donc merci à vous, Tifendé, à William Pilate, à Vincent Message, au duo Art Orienté Objet, Marion Lavage-Antais et Benoît Mongin. Et merci à vous, Romain Espinoza, pour cette table ronde sur le questionnement du rapport à l'animalité et aux animaux et animales, si je ne me trompe pas, c'est ça que je vous dis. Soit aux personnes animales, soit les animalos, soit je ne sais pas, ou les altères animales, faut trouver. Voilà, et suivez-nous sur les réseaux sociaux, comme ça il n'y aura pas que des mascouilles. Merci. Merci. On est 4, je crois. Bonsoir à tous les quatre. Merci d'être là ce soir pour cette seconde table ronde où on va s'intéresser maintenant à la question de vers quoi la question animale peut nous amener.
Donc on va déjà procéder aux présentations. Donc on a Monsieur Demarcy Mota, qui est directeur du Théâtre de la Ville et du Festival d'automne à Paris. Vous avez mis en scène de nombreuses pièces. Donc on a Rhinocéros, Maria S de Fabrice Melchior, 6 personnages en quête d'amour, l'état de siège, et la pièce qui va être particulièrement en accord avec le thème de ce soir, c'est Zo ou l'assassin philanthrope de Vercors. On a également Bruno Frère. Vous êtes directeur de recherche au FNRS et professeur à l'Université de Liège, et également co-auteur de La Fabrique de l'émancipation, dans lequel vous proposez une nouvelle conception de l'émancipation en explorant des nouvelles formes de démocratie dans lesquelles des liens se tissent entre humains et non humains et entre acteurs et chercheurs. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Vipulan Puvaneswaran, militant écologiste et l'un des personnages principaux d'Animal, le film documentaire de Cyril Dion. Vous êtes également co-auteur d'Autonomie animale, ouvrir des fronts de lutte interespèces, où vous reliez des problématiques humaines comme le racisme, le féminisme, la condition ouvrière à la question animale, en invoquant des relations de compagnonnage avec les animaux plutôt que de domination. Et enfin, Nadia Vadori-Gauthier, vous êtes danseuse, chorégraphe et docteur en esthétique de l'Université de Paris 8. Vous activez par la danse des liens aux vivants, aux environnements et à la terre, tant avec votre troupe Le Corps Collectif qu'avec votre série de performances intitulée La Meute. Et vous menez aussi depuis 2015 un geste quotidien de résistance poétique, 1 minute de danse par jour. Et nous allons maintenant procéder aux questions. On aimerait aborder 2 questions pour faire 2 tours de table. Je vais laisser Ludivine faire la première. Donc, vous abordez dans vos productions, sous des formes différentes, des notions telles que l'émancipation des animaux, la mise en pratique de nouveaux liens entre humains et non humains, la refonte du monde d'aujourd'hui, et vous interrogez même le sens même du mot animal. Et donc, par rapport à tout ça, quel serait le potentiel des nouveaux imaginaires, et donc aussi des nouvelles réalités, à façonner notre rapport à l'égalité à l'ère d'un anthropocène qui est finalement encore très anthropocentrique? Peut-être, je ne sais pas, Bruno Frère, vous me regardez, je vous en prie. J'ai l'honneur de commencer. Allez-y. D'accord, merci. Je voudrais également joindre mes remerciements à ceux qui ont déjà été formulés à l'égard de Réjeanne, parce qu'elle a produit là un petit ouvrage, certes, mais qui est absolument riche d'une multitude de références, et pour tous ceux qui souhaitent faire le point sur ces questions de rapport à ce qu'on a mis du côté de la nature, le rapport à l'animal que nous avons pu développer ces 2 derniers siècles en tant qu'humains modernes, ce petit texte est une merveilleuse synthèse qui fourmille de références vraiment cruciales. Alors, sur cette question du potentiel égalitaire dont recèle l'ouvrage, en fait, j'aurais tendance à dire que ce qui est vraiment très intéressant dans ce livre, tout comme d'ailleurs ce qui est très intéressant dans le courant antispéciste, c'est que, du point de vue sociologique, en tout cas, ils illustrent à merveille, tant le livre que le courant antispéciste, je pense, la synthèse de 2 grandes traditions en sciences sociales, en fait. Une tradition qu'on peut qualifier de plutôt critique, qui s'ancre chez Marx, qui passe par des auteurs comme Durkheim, comme Weber, bref, les classiques de la sociologie, et puis une tradition plus pragmatiste, en fait, plus contemporaine, avec des auteurs dont vous avez certainement déjà entendu parler, comme Bruno Latour, par exemple. Bon. Et je pense que le courant antispéciste aujourd'hui permet vraiment de pousser ces 2 mouvements sociologiques jusqu'au bout,
en les synthétisant, ce qui n'est pas rien, parce que ça a quand même pris 2 siècles, si vous voulez, à la sociologie d'arriver à ce genre de possibilités-là. Alors vous avez d'une part une tradition critique, je le disais, qui regroupe un ensemble d'auteurs qui ont pris l'habitude de décrire le monde social comme étant ce à l'égard de quoi on doit se distancier, ce à l'égard de quoi on doit faire un pas de côté pour décrire la vie sociale que nous menons en tant qu'humains de manière la plus objective possible, la plus neutre possible. Weber, par exemple, parlait il y a une centaine d'années de coupure axiologique à cet égard. Laisser les valeurs de côté et prendre cette distance fondamentale, élémentaire pour la sociologie. Le pragmatisme, de l'autre côté, comme avec Bruno Latour par exemple, eh bien, suggère une voie différente, indiquant que l'enjeu pour la sociologie, c'est plutôt de décrire comment des êtres s'agrègent, font société. Et Bruno Latour suggère d'intégrer les non-humains, ce qui évidemment est très intéressant pour la perspective antispéciste, d'écrire des collectifs d'humains, de non-humains qui s'agrègent pour faire du collectif ensemble, pour faire du politique ensemble. Et si, je le disais, j'ai le sentiment que les mouvements antispécistes aujourd'hui renouent ces 2 grandes traditions, c'est parce que précisément les mouvements antispécistes et le livre dont Réjeanne, ce dont témoigne en fait Réjeanne aujourd'hui dans son livre, eh bien c'est la synthèse entre d'une part la possibilité d'une critique qui reste solide, qui reste celle du capitalisme asservissant, qui reste celle de la maltraitance animale qui est faite donc à nos égaux animaux, tout comme d'ailleurs à toute une série de minorités raciales et sexuelles de par le monde, mais c'est également la possibilité d'inventer du neuf par le biais justement du pragmatisme, puisque des collectifs interespèces, il en existe. Et ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup avec quelques collègues à Liège, puisqu'on commence à travailler sur ces collectifs, ces refuges au sein desquels humains et animaux travaillent à développer du collectif agrégés, si vous voulez, associés ensemble pour poser leur identité politique. Voilà. Mais en maintenant naturellement la critique du capitalisme, du productivisme et de l'assujettissement en ligne de mire. On ne fait pas simplement que vivre ensemble, on pose également la critique. Et les mouvements antispécistes, je pense, comme le livre de Réjeanne, s'attellent à la même tâche. Alors la question, c'est évidemment de savoir comment on peut traduire ces nouvelles formes de vie politique, cette nouvelle manière ou ces nouvelles manières de faire collectif politique entre humains et animaux non humains, et je pense que là, pour le coup, les méthodes artistiques ont beaucoup de choses à nous proposer. Je pense notamment aux travaux de Véronique Servet ou d'Andrea Petit, par exemple, qui sont des anthropologues qui travaillent précisément cette question de la communication avec les animaux et qui essayent de voir comment, au sein d'un collectif interespèces, parce qu'on se rend capable de vivre avec les animaux ou ceux qu'on a mis du côté de l'animalité non humaine, d'accord, parce qu'on se rend capable de vivre avec ces animaux non humains et de co-vivre ensemble toute une série d'expériences, on se rend également capable de faire monter en généralité un modèle de vie collectif plus respectueux et toujours critique de la perspective capitaliste et productiviste. Voilà. Je m'en tiendrai là. Merci beaucoup. Sur ce sujet de collectif, peut-être Nadia Vadori-Gauthier, comme vous en faites partie, vous pourriez donner votre point de vue sur le sujet. Moi, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est partager des éléments de pratique qui vont dans le sens des sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Merci Réjeanne pour l'ouvrage et l'invitation. Des processus de recherche-création et je suis formatrice de formateurs en pratique d'éducation somatique, notamment une pratique qui s'appelle le Body-Mind Centering. Et en Body-Mind Centering, on part d'une expérience de résonance au niveau cellulaire et aussi de résonance au niveau moléculaire, c'est-à-dire que la conscience est envisagée de façon prénoétique avant l'encodage du système nerveux. Il y a une conscience au niveau des cellules elles-mêmes, qui est une conscience qui passe par des dimensions qui sont non uniquement non corticales, mais des dimensions de résonance, des dimensions de sentir, des dimensions d'intuition. Et donc par cette pratique-là, j'ai commencé à décentrer mon point de vue de façon progressive vers des registres évidemment non uniquement humains, de résonance avec les animaux, les végétaux et la matière non organique.
Donc c'est ça en se mettant en résonance avec la matière, on a un rapport, en tout cas c'est mon expérience, de participation au monde qui n'est pas basé sur une objectivation, une séparation, mais par un accord, on va dire presque sous une forme musicale avec les choses, comme un accord vibratoire. Et à partir de cette base, il y a différentes formes, à la fois qui peuvent être de l'animal, du végétal ou d'autres natures, et entre elles, il y aurait simplement, comme dans une gamme chromatique, une différence non pas de nature, mais de degré. Donc ça, c'est mon expérience, et à partir de là, donc j'ai effectivement investi des dynamiques de devenir animaux en expérimentant des variations de vitesse, de lenteur dans la façon de bouger, des variations de mouvement et de repos, des différences de niveau, des différences de regard, de la façon dont, parce quand on est debout dans la ville en tant qu'humain, on a le regard qui est souvent orienté de la même façon, mais qu'est-ce qui se passe quand on le déplace, quand on organise le corps de différentes façons? On a une autre perspective de rapport à la matière et aux choses et aux objets. Donc ça, c'est une première chose. Et une autre chose qui m'a amené à élargir cette recherche de participation, on va dire, avec le non uniquement humain, c'est les notions de pré-individuel et de trans-individuel telles que les présente Gilbert Simondon, qui est un philosophe des sciences. Et donc, il y a une strate, il décrit une strate pré-individuelle qui est une strate de ce qui n'a pas encore pris forme dans la matière ou dans la vie, comme une espèce de réservoir de force et de potentialité qui est traversé d'affect et de force. Et que si on se connecte non pas à la dimension sociale quand on rencontre quelqu'un, mais à cette dimension pré-individuelle, alors on se connecte à une potentialité qui va lorsqu'on se connecte à d'autres expériences, produire un niveau collectif qui n'est pas social, mais qui est trans-individuel. Et la dimension trans-individuelle, telle que l'a décrit Gilbert Simondon, c'est une dimension collective qui s'initie non pas à partir de ce qui nous définit socialement comme notre identité, notre sexe, nos CV ou je ne sais quoi, mais c'est quelque chose de collectif qui se génère à partir de nos rêves, de notre imagination, de l'énergie, de potentialités inconscientes qui passent à travers nous et qui, quand on les connecte les unes aux autres, génèrent d'autres dimensions du collectif. Donc cette question de l'animalité, pour moi, ou du rapport à un devenir animal, elle passe par quelque chose qui traverse les strates et qui n'est pas justement assigné à un seul règne ou à une seule dimension. Voilà ce que je peux dire rapidement. Super, merci beaucoup. Et Vipalen Puvaneswaran, vous incarnez des personnages, donc vous vous mettez littéralement dans la peau d'un autre personnage. Aussi de ce point de vue-là et aussi de votre point de vue de militant, comment vous voyez le potentiel de nouveaux imaginaires incluant les non-humains? Sur la question des imaginaires, aujourd'hui pour moi il y a un vrai défi et un vrai manque parce que aujourd'hui, quand on parle de questions animales, l'imaginaire, on va dire qu'on a vaguement dans la société, c'est beaucoup de gens vont nous parler d'une forme d'imaginaire sociotechnique qui serait capitaliste. Peut-être que certains ont entendu parler de ce livre de Jocelyne Porcher qui s'appelle Cause animale, cause du capital, qui est sociologue à l'INRAE du coup. Évidemment, je ne partage pas l'analyse, mais l'omniprésence de cet imaginaire sociotechnique capitaliste et technophile pour caractériser les sociétés qu'on propose, ça pose vraiment le problème d'autres imaginaires qu'on doit absolument dresser, quoi. Et pour moi, justement, il y a une vraie question à travailler sur penser des sociétés avec du compagnonnage et sans les relations d'élevage telles qu'on les connaît aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire sans animaux, ça c'est très, très important, à partir des questions de subsistance. C'est-à-dire concrètement, ça serait quoi des mondes agricoles où on transformerait complètement nos rapports aux animaux qui sont considérés aujourd'hui d'élevage. Et ça, c'est des questions qui ne sont pas du tout discutées. Donc typiquement, il y a plein de gens qui pensent que les anticipés, les véganes, machin, ils veulent un monde
sans animaux, qu'en gros les vaches vont disparaître, les chèvres vont disparaître, etc. Et pour moi, c'est vraiment super important de réinsister sur le fait que non, au contraire, c'est pas un monde sans animaux, mais justement un monde plus riche en affect avec ces animaux-là, qu'il y aura davantage de considération, qu'il y aura davantage de relations de réciprocité. C'est ce qu'on appelle, nous, des relations de compagnonnage. Penser les subsistances, ça suppose aussi de penser ces questions-là dans un cadre de la crise écologique, comme vous l'avez souligné. Et donc, ça suppose, par exemple, de questionner aussi le travail animal. Comment concrètement on va produire des céréales, j'en sais rien. Est-ce qu'on va utiliser plutôt des moteurs thermiques, donc ce qui pose des problèmes par rapport à des dépendances aux énergies fossiles, ou est-ce qu'on va essayer de bâtir des formes de relations avec des animaux, avec des chevaux, avec des bœufs, j'en sais rien, où on va vraiment avoir cette forme de réciprocité et on va réussir à prendre en compte l'agentivité et ce que nous expriment les animaux non humains. Et pour moi, ça, c'est vraiment très très important. Et ça suppose vraiment d'enrichir nos affects avec ces animaux-là. Et tout cet imaginaire, aujourd'hui, pour moi, il est vraiment complètement absent. Et ce qui découle aussi de nos choix professionnels en tant que militants sur ces questions-là. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les sciences sociales, en philosophie notamment, un petit peu en histoire, un petit peu en anthropo, etc. Mais les questions agronomiques, aujourd'hui, il n'y a personne qui parle de ça, quoi. Emmanuel de Marcy-Motta, vous voulez ajouter quelque chose ? Je vais essayer d'être bref de mon côté, de notre côté. Donc en ce moment, on travaille depuis maintenant 4 ans sur une pièce que je vous recommande pour celles et ceux qui s'intéressent donc profondément à ce sujet, qui est un texte de Vercors. Vous savez que Vercors, c'est celui qui a écrit Le silence de la mer après la Seconde Guerre mondiale. Dans le rapport, une pièce qui interroge, un roman qui interroge profondément le rapport au SS. Et il a écrit un autre roman, Les animaux dénaturés, qui a donné une pièce de théâtre qui a été montée, une adaptation théâtrale qui a été mise en scène au TNP, sous Jean Villard, puis au Théâtre de la Ville dans les années 60, qui s'appelle Zo. Cette pièce a un intérêt très particulier, elle est assez rare. Il y a peu d'œuvres de fiction théâtrale dans la littérature qu'on connaît dans le XXe siècle, qui interroge ce rapport entre l'homme et l'animal, mais plus largement, vous avez compris qui était Vercors, puisqu'il écrit comme grand résistant, puisque son nom c'est Jean Brulaire, et que c'est un résistant authentique, je fais exprès de le dire comme ça, c'est-à-dire qui a risqué sa vie. Et Vercors décide donc de travailler sur ce thème de où commence l'homme, où finit l'animal, qu'est-ce que cela veut dire. Et prenant ce thème profondément, c'est la question évidemment de la domination qui est posée. Bien entendu, il passe par la question de l'animal pour interroger ce que vous avez appelé tout à l'heure cette complicité de lutte contre l'inégalité, si vous voulez, contre la violence faite à l'autre, c'est-à-dire des formes d'altérité, en interrogeant le concept d'identité par rapport à celui d'altérité. C'est-à-dire comment l'identité est beaucoup plus multiple qu'elle ne peut paraître, et comment on a un rapport à l'altérité, c'est-à-dire l'autre, quel qu'il soit, animal, comme on dit, ou homme, mais vous voyez bien qu'en le formulant de cette manière-là, je commets déjà une erreur, puisque l'homme est un animal. Donc, en séparant dans le langage déjà de ce point de vue-là, pour Vercors, c'est ça qui est très très intéressant, dès les années 50, cette séparation est abstraite, et cette pièce finalement montre la difficulté à définir la limite de l'humain, de l'espèce humaine, dans un contexte justement que Vercors invente, où il invente qu'un paranthrope, bon, je ne vais pas rentrer dans les questions de biologie trop complexes, mais il est très documenté, serait réapparu, parce que vous savez que le paranthrope, c'est un primate, c'est un genre qui s'est éteint il y a 2,6 millions d'années, avant notre ère. Donc l'idée qu'un paranthrope serait présent et que des scientifiques découvriraient ce paranthrope, alors qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est un animal ou est-ce que c'est un humain? S'il est un animal, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le tuer. Si c'est un humain, est-ce qu'on peut le tuer?
Évidemment, cette pièce rentre dans cette écriture rentre dans un contexte, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que c'est forcément une structure très complexe, avec les questions évidemment de la colonisation, mais évidemment de la Shoah, avec toute la question des années 60, dans lesquelles Vercors est profondément engagé par rapport à sa trajectoire personnelle. Bon, cette pièce est très peu montée, donc là, pour essayer d'expliquer maintenant rapidement pourquoi je m'y suis intéressé avec la troupe. Je vous rappelle, vous avez utilisé le mot collectif, pour moi il est absolument essentiel quand on fait du théâtre, enfin en tout cas tel que je le pense, on travaille sur le collectif, celui qui est sur le plateau ou celui qui est dans la salle, et c'est bien par cette confrontation, ces regards portés, avec l'idée justement de qu'est-ce que le regard, comment on regarde l'autre, voilà, par rapport à ce que je vous disais sur cette question d'altérité, ce regard posé sur l'autre, comment il nous interroge nous-mêmes et notre façon de regarder le monde, quelle interrogation cela nous fait porter sur nous-mêmes. Donc pour essayer d'aborder sérieusement toutes ces questions, j'avais depuis 2018 commencé un travail de recherche avec l'hôpital de la Salpêtrière, avec le service de neurosciences en particulier, avec Karine Karachi, qui est le service l'Institut de recherche sur le cerveau et la moelle épinière, avec le docteur Agide, donc qui sont spécialisés sur ces questions depuis longtemps, ou Peter Brook, pour ceux qui savent un petit peu, a été travaillé à une époque justement sur l'homme qui, à partir d'un texte d'Olivier Sacks, qui est un grand neurologue qui s'interroge sur la maladie. Donc on est parti du thème de la maladie, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un état de diminution de l'être, ou c'est une autre thématique, mais bon, ou un état d'augmentation? Est-ce qu'on est augmenté par sa maladie jusqu'à la mort, ou est-ce qu'on en est diminué? Quel imaginaire nouveau, justement, on peut produire, y compris sur des pathologies qui, soi-disant, nous handicapent, nous mettent en difficulté, mais en quoi, au contraire, ça peut nous apprendre de nous-mêmes à travers certaines graves maladies. Voilà. Donc ça, c'est un travail qu'on avait engagé. On a créé une académie sciences-culture à ce moment-là, pour être précis, dans laquelle il y a des étudiants en médecine de 5e année qui participent avec des acteurs sur des travaux justement de recherche sur c'est quoi la marche, comment on marche, c'est quoi la bipédie, pourquoi on est bipède, que ce dessin que vous connaissez tous, qui est une aberration absolue, où on voit un singe se redresser dans un continuum jusqu'à devenir un être humain, montrerait alors qu'on descend du singe et qu'on est dans une continuité et qu'à un moment on est devenu humain. Donc ça c'est absurde, scientifiquement c'est totalement faux, mais malheureusement comme c'est tellement inscrit si vous voulez dans l'esprit et ce dessin est tellement mignon, soi-disant à regarder, mais il dit bien si vous voulez qu'on serait émancipé nous-mêmes comme condition de l'animal, ce qui est pas du tout, ce qui est totalement faux scientifiquement, biologiquement. Je vous rappelle que les humains sont apparus en Afrique de l'Est il y a plus de 2 500 000 années. C'est pas grand-chose au vu de l'histoire, c'est rien du tout même, et ça disparaîtra certainement aussi rapidement que c'est apparu. Voilà, donc c'est une question qui, quand on travaille donc avec des biologistes, ce qu'on a fait, on a créé un groupe de travail en biologie avec une très grande biologiste française qui est féministe, biologiste, qui s'intéresse au rapport à l'animal, etc. Donc des sujets que vous avez abordés, pour essayer de les travailler, si vous voulez, dans un espace qu'on appelle un théâtre, à partir de cette pièce de Vercors. Donc Marie-Christine Morel, qui est spécialisée sur cette question de l'évolution, justement, avec la question, y compris du rapport de domination sur toutes les formes et toutes les espèces, nous a permis ce long travail de recherche, et puisque ce travail nous a amené, recherche théâtrale, puisque ça donne un spectacle, ça joue ce soir au Théâtre des Abbesses, donc vous êtes invités, je ne fais pas de la pub pour le spectacle, c'est pas ça, mais je pense que si ça vous intéresse, c'est un sujet dans la pièce de Vercors et tel qu'il a été travaillé, puisqu'on a rajouté des textes de scientifiques, il y a 7 textes qui sont rajoutés autour, par exemple, de est-ce que l'animal a une conscience? Qu'est-ce que le concept de conscience? Qu'est-ce que la conscience? Et est-ce qu'au-delà de ce qu'on peut penser dans différents groupes de travaux, etc., ou de penser, est-ce que scientifiquement on peut prouver ou pas qu'est-ce que la conscience animale? Et tous les travaux, et en particulier les derniers travaux qui datent d'il y a une dizaine d'années, qui montrent le miroir, si vous voulez, vous mettez un éléphant devant un miroir, un grand miroir avec un éléphant, il faut adapter aussi pour l'expérience, et vous mettez un grand miroir, et vous voyez que l'éléphant, si vous mettez une tache de peinture quand il dort au-dessus de son front, dès qu'il est face au miroir, il cherche avec sa l'épi à l'enlever, avec sa trompe à l'enlever. Les épis font la même chose, les oiseaux le font, etc. Donc ce test du miroir montre bien scientifiquement que l'éléphant se reconnaît, qu'il a une conscience donc de lui-même dans un espace donné qui ne correspond pas. Voilà. Donc on a, ça c'est la démarche scientifique, essayer de l'associer avec des biologistes justement parce que si vous voulez, il me semble, par rapport à toute cette thématique que vous développez aujourd'hui, que, en tout cas, le fond de notre travail aujourd'hui au Théâtre de la Ville, c'est justement qu'est-ce qui fait lien
Comment on crée du lien entre différents domaines, comment on peut faire un pont entre le domaine scientifique, le domaine littéraire, le domaine de l'histoire, mais qu'on a besoin d'augmenter un petit peu notre connaissance en la partageant. Donc que cette expérience n'empêche pas de travailler sur une fiction, puisque je vous rappelle que la pièce de Vercors est une fiction, puisqu'ils imaginent que cette espèce est apparue tout à coup. Donc comment la classer? Et donc Vercors invente cette chose géniale qui est évidemment un procès dans lequel deux avocats et d'autres, des différentes parties, vont s'opposer, puisque en fait la décision qui a été prise, c'est de tuer un de ses enfants, enfin alors enfant ou pas, voilà, animal ou humain, et donc il faut le condamner. Si c'est un animal, on ne le condamne pas, si c'est un humain, on le condamne. Donc ça pose toute cette question, à travers y compris de la question de la loi, donc cette fois des lois nécessaires et de comment on va y travailler. Voilà, je ne voudrais pas être plus long parce que c'est un sujet immense et tellement extraordinaire. En tout cas, en conclusion de ce que je pourrais vous dire, c'est justement qu'il n'y a pas de rupture, on le sait, entre l'animal et l'humain du point de vue de la biologie, de l'évolution, qu'on peut revenir sur ces questions en s'appuyant dessus, que ce sont des travaux, qui nous ont emmenés pour être très concret, pragmatique, dans une autre question, mais qui est essentielle aujourd'hui. Nous sommes partis donc au Mémorial travailler sur ce spectacle au Rwanda, puisque vous savez que ce sont les 30 ans du génocide sur les Tutsis au Rwanda, qui est la commémoration entre le mois d'avril et là le mois de juillet. Et donc nous avons proposé à des artistes rwandais qui sont arrivés là depuis 15 jours à Paris de pouvoir, et ça n'a pas été compliqué, facile, je veux dire, c'est compliqué malheureusement en France sur les questions de visa, etc., très difficile même, y compris de faire venir des jeunes artistes rwandais pour participer à un travail au Théâtre de la Ville. On a été confronté à des vraies difficultés, donc tout ça paraît simple, mais malheureusement c'est plus complexe. Donc on a intégré dans le spectacle, si vous allez le voir, 2 artistes rwandais qui sont présents et qui jouent autour de cette question de la limite de domination, si vous voulez, des êtres les uns sur les autres, jusqu'à la question de l'animal, qui nous permet évidemment de nous interroger sur qu'est-ce qu'être humain. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Merci. Faire attention à une petite souris, c'est le message. Donc pour conclure peut-être, juste en quelques phrases, vous pouvez réagir à tout ce qui a été dit. Bruno Frère, vous voulez commencer peut-être vraiment rapidement. Oui, alors vraiment très rapidement, parce que malheureusement je vais devoir me sauver, mon train ne m'attendra pas. Bon, très rapidement, moi je pense que voilà, sur le constat incontournable de cette continuité qui fait qu'en tant qu'humains, nous n'échapperons pas à notre condition animale et nous n'en échapperons jamais. La question des alliances que pose Réjeanne dans son livre et cette question de savoir comment différents mouvements sociaux peuvent se mettre à collaborer en intégrant l'antispécisme est absolument centrale, et je crois que il est important aujourd'hui de produire des travaux où on se rend, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que sociologue ou anthropologue, voire philosophe, où on se rend capable de co-sentir avec ces animaux non humains, de co-vivre des expériences susceptibles d'être ensuite retranscrites, véhiculées, pour montrer que quelque chose comme un collectif effectivement réellement émancipé et libéré est possible, en fait, est possible et contre les forces objectivantes et asservissantes que représente le capitalisme et l'objectivation, l'objectification même des animaux, qu'ils soient humains ou non, du reste, parce qu'on voit quand même bien que ce qui caractérise ce capitalisme productiviste depuis 2 siècles, c'est qu'il a servi tant les hommes humains que les animaux non humains, et a fortiori dans ces catégories-là, bien davantage encore certaines personnes plus que d'autres, les animaux susceptibles d'être mangés parce que produits en tant que tels, les femmes naturellement, et a fortiori les femmes racisées, elles aussi ultra d'une certaine manière dominées et asservies dans leur tâche reproductive.
Merci beaucoup, super. Merci, on vous libère si vous devez y aller. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence. Et vraiment pareil, en 2 phrases, Nadia Vodori-Gauthier et Vipulane Puvaneswaran, si vous pouvez conclure aussi peut-être en parlant un petit peu de l'importance du corps physique dans votre travail, puisque la mise en mouvement direct du corps par la danse ou lors du militantisme, ça redéfinit notre relation à notre environnement, à l'autre, à l'altérité, comme on avait dit. Et donc, voilà, juste conclure en 1 ou 2 phrases. Merci. Oui, ce que je peux dire rapidement, parce que c'est un immense sujet, c'est que de passer d'une expérience finalement de perception ordinaire et de séparation qui se base sur le fixe à une expérience de résonance qui vient du mouvement, ça fait s'effondrer toutes les échelles de valeurs hiérarchiques qui font des séparations entre différentes strates du vivant. Et qu'à partir du moment où on investit le mouvement et qu'on décentre la perception, quelque chose de l'ordre de la résonance, de l'ordre tout à l'heure j'ai entendu du co-sentir, quelque chose de l'ordre en tout cas d'une empathie mutuelle et d'une résonance mutuelle, d'une participation, déjoue toutes ces questions. Déjoue toutes ces questions qui nous séparent et qui nous coupent de la nature, qui nous coupent de la vie d'un point de vue cortical, alors qu'on est, on est la nature, enfin on est la nature dont nous sommes, quoi, tous autant que nous sommes. Et donc c'est justement ce régime de séparation qui crée des questions qui n'ont plus lieu d'être quand on bascule le regard et qu'on entre, voilà, dans ce domaine de la résonance qui inclut une intelligence qui est à mon avis bien supérieure que celle de l'intellect, même si on a absolument besoin de notre intelligence intellectuelle. On est très content de l'avoir parce que ça nous permet de reconnaître les choses et de faire des liens, ce qui est très utile, mais c'est l'intelligence du cœur. Et en général, en Body Mind Centering, on sait que le cœur est prévenu quelques secondes avant l'intellect toujours. Et voilà, il est prévenu quelques secondes avant. Merci beaucoup. Il est plus rapide. Ouais, alors moi j'ai pas un truc particulier sur le corps physique, si ce n'est pour le lier à la thématique des alliances. Moi, ce à quoi je pense, c'est justement le travail fait par les personnes qui travaillent dans ces industries-là, à la fois dans les élevages intensifs, dans les abattoirs, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une nécessité pour nos luttes, et ça rejoint la question des imaginaires, de se construire à partir de ces alliances avec les personnes qui sont victimes des modèles capitalistes en élevage intensif, dans les abattoirs, etc. Quand j'ai dit ça, j'ai déjà reçu des messages sur Instagram en mode « Non, mais tu soutiens les zoogénocidaires de personnes anticipées ». Et je pense que ça m'a assez choqué de se dire que c'est pas évident de penser des alliances avec des personnes qui sont aussi opprimées par les mêmes systèmes, quoi. Pour donner quelques chiffres, les personnes qui travaillent dans les abattoirs, c'est 89% pour les hommes et 92% des femmes qui ont connu dans les 12 derniers mois des troubles musculo-squelettiques. C'est 40% de personnes qui travaillent en intérim. C'est 10% d'absentéisme dû à la difficulté du travail. Et tout ça, ça fait qu'effectivement, on a une mort sur 5 qui est dite ratée dans les abattoirs, etc. Et pareil, dans l'élevage aujourd'hui, c'est le secteur qui est le plus dépendant des subventions de la politique agricole commune. C'est aussi là où on a vraiment les salaires les plus bas. Nous, on a rencontré un éleveur justement pour le film qui gagnait 350 € par mois. Je ne sais pas si ici quelqu'un pourrait imaginer vivre avec 350 € par mois, c'est vraiment rien. Et avec un surendettement envers des coopératives qui fait que même si des éleveurs en intensif ont envie de sortir de ces logiques-là, ils n'en peuvent pas parce qu'ils ont créé des dépendances. Et je pense que créer des fronts justement et des alliances à partir de ces personnes qui sont aussi victimes des personnes humaines victimes de cette oppression-là, c'est ce qui me paraît le plus puissant aujourd'hui pour ces luttes-là. Merci beaucoup, merci de vos interventions. Et on va passer... je vais... Non ? Ah, vous voulez...
Emmanuel de Marcy-Motin, vous voulez peut-être dire quelques mots ? Non, en vous écoutant, je pensais à un livre que je peux vous conseiller en neurosciences d'un grand neuroscientifique qui s'appelle Antonio Damasio, qui est un Portugais qui a écrit un livre que vous connaissez certainement. Oui. Il en a écrit plusieurs, donc un qui est l'erreur de Descartes, qui est quand même Spinoza avait raison, qui en est un autre, et surtout ses derniers travaux récents autour de la question de l'émotion, puisque vous parliez du corps et de la séparation entre le corps et l'esprit, si vous voulez, pour rapidement, et qui est une séparation qu'on connaît bien tant dans les thèses racistes que dans les thèses xénophobes, etc., mais aussi dans ce rapport masculin-féminin. En fait, c'est toujours, quand on parle aussi du génocide des Tutsis, c'est toujours la même chose quand on regarde les différents mécanismes qui ont été mis en place, et que la question, c'est comment justement travailler à pouvoir les débusquer le plus tôt possible, pouvoir les empêcher, parce qu'ils contaminent malheureusement. Albert Camus a toujours parlé de cette question-là. Le mal n'a jamais disparu, il continue, et ses racines sont toujours présentes. Donc, les travaux de Damasio, pour terminer, si vous voulez, qui justement réintègrent la question des émotions, puisque son travail est sur la question des émotions. Qu'est-ce que l'émotion animale, l'émotion chez l'être humain? Qu'est-ce que c'est que les émotions, les classifications qui ont existé sur les 7 émotions, la peur, la colère, etc., la joie? Qu'est-ce que c'est que le régime des émotions du point de vue de notre cerveau, comme on dit, de cerveau homo sapiens? Et je tiens quand même à vous dire que notre espèce, qui nous réunit tous sur la planète, où qu'on soit, c'est homo sapiens, femme ou homme, ce que vous voulez, c'est homo sapiens, et c'est l'espèce la plus invasive qui ait existé sur cette planète, donc qui a la capacité de destruction la plus importante, etc. etc. Donc on est l'espèce qui a détruit Néandertal, et qui a, dès qu'elle peut coloniser un espace, un territoire, etc., elle le fait. Donc il faut juste ne jamais l'oublier, parce que c'est inscrit biologiquement, et donc que là on a besoin de travailler dessus. Donc par rapport à ce livre de Damasio, juste pour finir là-dessus, la question entre les émotions d'un côté qui ont été séparées avec de la cognition, si vous voulez, cette idée qu'il y a d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit, et que justement l'esprit, c'est ce qui nous préserve de nos émotions, qui nous empêcherait d'avoir un jugement lucide sur le monde. Donc il faudrait ne plus avoir d'émotions, et que les émotions étaient justement du côté soit des animaux, soit des femmes, etc. Vraiment, toutes ces thèses terrifiantes qu'on subit en fait en permanence. Damasio sait très bien l'expliquer. Je vous invite vraiment à faire le lien aussi avec les travaux de Damasio. Si on n'a pas merci. Donc moi, je vais juste remercier à la fois la Maison des Arts et de la Création d'avoir permis que ce soit possible, cette hybridation, et en particulier Lily Martin, Pénélope Duplessis, Ludivine Delette et Fanny Bézier, qui sont les étudiantes qui ont animé ces débats. Esther Rogan, qui a été centrale dans l'organisation, mais aussi dans ma lecture un peu moins critique d'Aristote. Et puis bien sûr Delphine Grouès, le CEVIPOF et Présage, et puis toutes celles et tous ceux bien sûr qui sont intervenus et qui sont venus aujourd'hui sans être des casseurs de grève, puisque occuper l'amphiboutmie de ces questionnements-là, c'est en soi faire une petite révolution, en tout cas la poursuivre dans une société qui a conscience de qu'on est dans une société anthropocène, mais très peu avec la dimension d'être anthropocentrique. Donc merci beaucoup d'avoir partagé un inconfort. Quand on travaille sur ces sujets, quand on les habite, c'est inconfortable. Vous avez peut-être été un peu bousculé aujourd'hui. Enfin, je le souhaite, parce que c'est bon signe. On se sent vivant. Si le cœur est prévenu un peu avant l'intellect, je trouve cette expression très belle et je la garderai. On a fini d'ailleurs par les émotions. Je crois que le partage de connaissances, de reconnaissance est central. On a été dans une démarche, comme l'a dit Bruno Frère, qui est à la fois critique et pragmatique. Comment est-ce que penser le lien et non pas la séparation permet de penser autrement, de repolitiser. Moi, dans mon travail, ce qui m'a intéressée, c'est justement de voir que on a souvent caractérisé le propre de l'homme par le fait que c'était un animal politique. Politique au sens pas tant d'être un animal qui a un langage, puisque tous les animaux ont des langages, qui vit en collectif, ça aussi c'était pas spécifique, mais par contre, là où il dit qu'il y a une forme de spécificité, c'est dans la conception du juste et de l'injuste, et dans le fait de vivre ensemble avec cet horizon. Donc ce qui peut aussi être remis en cause. En tout cas, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la nécessité de réfléchir sur
ce que nous fait, ce que permet de voir le rapport à l'animalité, le rapport à ce qu'est le politique. En termes de collectif, de groupe, comment on crée une communauté qui va au-delà des humains et qui pense le politique dans une logique zoopolitique, pour reprendre Kim Lika. Une zoo-inclusivité. Et je vous avoue que c'est la première fois que je vois une souris dans cet amphi. Et je m'en réjouis, je vais le voir comme un signe. Je suis en train pourtant, je suis chercheur, mais là, voilà, je suis dans quelque chose qui est une autre forme d'énergie. J'aime beaucoup Hartmut Rosa et l'idée de résonance. C'est un terme qui a beaucoup été employé. Moi, dans le petit bouquin, je parle d'égalité dans la résonance et je trouve que ça dit beaucoup de choses dans une période où on est dans une période de division, de fermeture, de points d'agression perpétuelle, d'accélération, de rapport à la performance, d'appropriation. Comment on peut être dans quelque chose qui laisse la place à l'indisponible, à la résonance, à la rencontre, au lien. Et ce soir, ma volonté, c'était de faire résonner dans cet amphi, qui est un amphi éminemment marqué par une vision un peu conservatrice de ce qu'est le politique ou l'analyse du politique, mais aussi des réappropriations perpétuelles. Donc vous avez suivi sans doute l'actualité. Ça a été l'amphi de Che Guevara dans les années 70, ça a été l'amphi Gaza il n'y a pas longtemps. Et là aujourd'hui, je trouve ça beau que ce soit l'amphi égalité dans la résonance, en mélangeant des universitaires, des artistes que je remercie beaucoup d'avoir pris sur leur temps et d'avoir partagé avec nous ce pas de côté. Et je pense que quand on travaille sur les dominations et les émancipations, on voit bien que les mobilisations de ces presque humains qui ont été animalisés, les femmes, les personnes racisées, les non-valides, enfin, on peut poursuivre comme ça. Le mouvement a d'abord été, le processus a d'abord été de désanimaliser pour se repolitiser, de passer la barrière entre l'animal et l'humain, sans questionner vraiment cette barrière et presque en la réactualisant d'ailleurs, en la modernisant. Et donc l'enjeu, il est de voir comment on est mal à l'aise quand il y a des analogies, des comparaisons avec les animaux non humains. Le titre de l'ouvrage, Comme si nous étions des animaux, il y a eu bien sûr, et Tiffaine en a parlé, la comparaison de Christiane Taubira à un chimpanzé, de Véronique Massonneau, la députée ELV, au fait qu'elle caquetait à l'Assemblée nationale. Et donc on voit bien comment ça a été perçu comme des brèches vers un sexisme et un racisme constituant. Et donc une peur de retour en arrière et donc une forme de rempart face à ces analogies. Alors que, pourquoi pas justement assumer ce que ça dit à la fois de notre héritage, de notre histoire et de notre nécessité de déconstruire ce sexisme et ce racisme constituant, mais aussi peut-être notre capacité à accepter ce que ça peut nous amener à penser en termes de politisation au-delà de cette frontière animal-humain. Donc c'est un autre mouvement qui est un mouvement de politisation de la question animale et de notre rapport à l'animalité. Donc c'est ce double mouvement que j'ai voulu travailler pour interroger notre rapport au politique comme un rapport au politique qui serait vraiment vecteur d'émancipation partagée, dans une confluence des luttes, dans une complicité politique, pour reprendre Juliette Rousseau, qui est complexe entre personnes concernées, entre alliés, qui est complexe parce que bien sûr qu'on est dans un cadrage qui est un cadrage encore très structuré, dans une incapacité à penser la politique autrement qu'à travers un contrat social, qu'à travers un rapport au droit. Et là-dessus, il y a eu une jurisprudence très intéressante, assez récente, de la Cour européenne des droits de l'homme, en février dernier, qui a fait un arbitrage par rapport à l'abattage rituel sans... aidez-moi. Étourdissement. Et qui dit qu'il y a justement, c'est une zoo-inclusivité, c'est-à-dire qu'il intègre aussi l'intérêt des animaux. Alors là, le bien-être dans la mort, donc on est aux prémices de l'intégration dans l'égalité de considération des intérêts. Ça avait déjà été, il y avait déjà eu une jurisprudence en 2009 sur la chasse à courre. Et on voit bien que là, ce qu'il y a, c'est un équilibre entre différents principes et différents droits. La liberté religieuse d'un côté, mais aussi le droit à ne pas mourir, être abattu dans des souffrances injustifiées.
Donc il y a vraiment, je trouve là, si on veut être du côté non pas de l'optimisme, ce qui n'aurait absolument aucun sens, mais une forme d'espoir, pour reprendre Mariam Kaba qui dit « l'espoir est une discipline », et si on veut donc avoir un peu d'espoir sur un avenir qui sera un avenir justement d'égalité dans la résonance et de notre forme, de notre rapport aux politiques, on voit bien que les brèches sont là dans les créations artistiques, dans les évolutions juridiques, dans notre manière peut-être d'appréhender des constructions héritées qui ne considèrent pas et ne permettent pas de penser le juste. Et donc, sans aucun doute, ne nous permet pas de nous rendre heureux. Et on va peut-être se quitter sur cette idée qu'on serait sans doute plus heureux si on acceptait ce premier inconfort pour tendre vers une égalité de résonance qui nous inclut toutes et tous, presque humain, mais aussi sous-humain au sens d'animal humain. Et donc, en particulier, ce que Kim Lika appelle un peu l'angle mort des mouvements progressistes, le fait que la question animale est l'orpheline de la gauche, si on parle de cette manière-là. Je pense qu'on a là une possibilité de faire un pas de côté qui va être un pas en avant dans notre rapport à l'émancipation et au principe d'égalité. Donc merci beaucoup à toutes et à tous pour nous avoir rendus sans doute plus grand dans notre manière d'aborder ce qui fait lien et ce qui fait collectif. Et donc le chemin est encore grand pour arriver à se penser et à travailler ensemble. Vous avez dit dans votre pratique artistique, dans nos travaux universitaires, dans notre vie, dans notre manière de penser ce qui fait notre norme du collectif, en particulier le droit. Donc les chemins sont encore très grands, à hybrider sans aucun doute. En tout cas, merci beaucoup. Et puis à suivre avec tous les spectacles que nous devons aller voir, tous les artistes que nous avons à lire, à entendre, à écouter. Ça a été vraiment comme petit échantillon. Et donc on continue à prendre plaisir à être juste et dans une égalité de résonance. Merci beaucoup.